BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et on va donc parler d'industrie, d'armement et d'économie de guerre, comme le disait Emmanuel Macron, avec le président du groupement des industries de défense, Marc Darmon. Bonjour. Bonjour Christophe. Le GICAS qui regroupe tous les industriels de la défense et bien évidemment Arcus, Nexter, Thales, MDA, Naval Group ou Dassault. Vous êtes vous-même d'ailleurs directeur général adjoint de Thales. Merci d'être avec nous parce qu'il y a eu ce salon Euro-Satori toute la semaine, ça se finit aujourd'hui. Oui. Et alors on a découvert une industrie sous tension parce que vous êtes énormément sollicité malheureusement par effectivement la guerre au milieu de l'Europe et puis par la prise de conscience, si tu veux la paix, prépare la guerre. Absolument. Alors, ce salon se déroule dans une situation un peu particulière pour plusieurs raisons. Alors, la première qui est anecdotique, c'est le premier salon depuis 4 ans, puisqu'on a été obligé d'annuler il y a 2 ans. Et il y a même eu d'autres salons de défense entre-temps, mais c'est probablement le premier salon qui est vraiment à pleine puissance, avec l'affluence record de 2018, plus de 1800 exposants, dont 60% non français, dont des exposants du monde entier, des délégations du monde entier, qui sont effectivement très intéressés par regarder notre industrie de défense. Alors je dis industrie de défense parce que seulement 10% des exposants présentent des armes proprement dites. Car le gros de l'industrie de défense, en fait, c'est très technologique, de l'innovation, des sujets de logistique, de sécurité, de protection civile, de protection contre le rayonnement, le bactériologique et le chimique, et 10% effectivement des armes. Seulement 10% aujourd'hui, seulement 10% des exposants présentent des armes. Ouais. Donc c'est une industrie qui est très technologique et ça s'est vu. Et effectivement, dans le contexte actuel, dans lequel on revoit un conflit de haute intensité sur le sol européen, alors qu'on avait considéré que c'était peu possible, c'est vraiment effectivement un contexte très, très particulier. Alors, il faut savoir que, notamment, l'armée de terre avait préparé depuis plusieurs années un plan d'équipement par rapport au conflit de haute intensité, pas forcément sur le sol européen, mais tout ce qui a été décidé depuis 5, 6, 7 ans, et notamment le fameux programme Scorpion, sur lequel on reviendra peut-être, est en fait adapté à ce combat de haute intensité qui pourrait avoir lieu sur le sol européen. Alors une question quand même parce que alors on parle d'armement et on prend conscience de la nécessité de se protéger, de se défendre face par exemple à un pays agresseur comme la Russie. Néanmoins, au cours des dernières années, c'était pas très à la mode. On disait que l'industrie de défense, c'est pas très RSE ou SG, enfin ce qu'on veut, que c'était pas politiquement correct et donc c'était de plus en plus compliqué, notamment d'obtenir des financements. Alors peut-être pas pour des grands groupes comme le vôtre, comme Thales, qui est civil et militaire, mais pour plein de PME du secteur, plein d'ETI qui nous disaient, mais moi les banquiers, quand je frappe à leur porte, ils ne veulent même plus me parler parce que j'incarne quelque part le mal. Est-ce que c'est en train de changer ? Est-ce que vous pensez que, vu le contexte géostratégique, ça va changer, on va pouvoir de nouveau trouver de l'argent ? Je crois que tout le monde a compris depuis quelques mois qu'effectivement l'industrie de défense, c'est un des piliers pour la sécurité, pour la paix, avec la diplomatie, avec nos forces armées. Je crois qu'aujourd'hui plus personne ne conteste que l'industrie de défense française notamment. C'est un trésor qui permet à la fois l'équipement de nos soldats, la souveraineté nationale et la protection et la liberté publique. Je crois que tout le monde a compris ça, mais vous avez raison de rappeler qu'il y a encore quelques mois, beaucoup de nos PME avaient du mal à se financer en capital ou se financer à l'exportation. Et il était même question d'une taxonomie européenne qui considérait l'industrie de défense comme pas un bon sujet d'investissement. Exactement. C'est évidemment, ça serait vraiment incompréhensible. Le président a été extrêmement clair, le président de la République a été extrêmement clair lundi pour dire qu'évidemment, il fallait reconnaître l'industrie de défense comme une industrie de base pour justement la protection de la souveraineté nationale et la paix. Mais s'il le dit, c'est que ce n'est pas tout à fait encore le cas. Il y a encore des entreprises qui ont du mal à se financer parce que c'est des projets d'armement. C'est encore vrai aujourd'hui ? C'est vrai, mais je crois que l'opinion publique et l'opinion politique a beaucoup changé. Nous avons fait, nous, une analyse de l'image de l'industrie défense et de la défense auprès de l'opinion publique, une analyse très précise qui montre bien comment l'industrie défense est quand même reconnue, je dirais comme un joyau, parce que c'est vraiment un levier de souveraineté, de sécurité et de paix. Il y a un souci, c'est qu'on s'aperçoit que les stocks se vident très vite. On a par exemple évidemment offert à l'Ukraine des canons César, beaucoup de munitions, tous les pays d'ailleurs, et on a donné ou prêté ou vendu des avions d'occasion de nos armées qui vont devoir en commander d'autres, des Rafales par exemple, sur des contrats à l'export. Est-ce qu'on a les capacités de faire face à cette menace, de monter en puissance, de reconstituer les stocks et de vendre à nos alliés européens du matériel de défense, parce que sinon c'est les Américains qui vont le faire.
Alors, le président de la République a parlé d'économie de guerre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire une grande réactivité sur les besoins, pas seulement les quantités, mais les besoins. Être sûr qu'on adapte bien l'outil industriel aux besoins de conflits de haute intensité par rapport à une panoplie de matériel qui serait très large. Donc, et puis, bien sûr, une réactivité en termes de quantité, une réactivité en termes de masse. Évidemment, ça dépend des sujets, ça dépend des priorités. Il faut que donc l'industrie, elle est prête. Quand on a entendu cette expression d'économie de guerre, l'industrie a tout de suite répondu. Nous, on se retrouve parfaitement dans cette Mais est-ce idée. que vous avez, parce que ça prend une nouvelle chaîne de production, ça prend plusieurs années. Il faut trouver les talents, les compétences aussi sur le marché de l'emploi qui est très tendu. Est-ce qu'on va y arriver? Alors d'abord, il n'y a pas que la chaîne de production, il y a aussi raccourcir les cycles de développement. Ouais. En fait, l'industrie de défense, c'est une industrie de haute technologie. Il y a les hautes technologies de détection nucléaire, bactériologique, chimique, il y a les hautes technologies du numérique évidemment, une haute technologie autour des composants. Donc, et donc il faut prendre le rythme parfaitement total de rythme de design de la haute technologie. Des développements incrémentaux, de mettre plus vite sur le marché des solutions, même avec une capacité minimale, de façon agile, avec l'utilisateur dans la boucle, exactement comme on le fait pour une application de smartphone. Et donc la première réactivité, c'est surtout celle-là. C'est être capable de bien définir la priorité des besoins et d'avoir une industrie qui répond de façon extrêmement réactive pour mettre sur le terrain des produits très vite. Après, il y a le sujet de stock, de masse, de quantité, tel que vous le disiez. Là, ça peut dépendre des gammes. Il y a des outils industriels qui sont déjà bien performants et sur lesquels on peut passer en 2.8, en 3.8 et organiser du stock, et d'autres sur lesquels, effectivement, il faudra organiser la capacité de monter en puissance. Mais vous pensez qu'on y arrivera? On ne va pas se faire doubler par les Américains? Il y a plein de pays européens qui ont pris qui ont la même prise de conscience que nous et qui vont se réarmer. L'Allemagne, qui lance un budget de 100 milliards d'investissements. Les pays scandinaves aussi, plutôt neutres, qui commencent à se réarmer. La Finlande, la Suède. Est-ce que vous n'avez pas peur que les Américains en profitent pour gagner des parts de marché? Alors, c'est bon. D'abord, vous avez raison, c'est un challenge important, puisque vous avez cité quelques pays qui communiquent sur leur budget qui croît, mais beaucoup d'autres pays en Europe ne communiquent pas ou n'ont pas encore communiqué, et les budgets vont aussi effectivement bien sûr. croître, et notamment pour les solutions de technologique, d'engagement collaboratif, de détection. Et dans ce cas-là, il faut absolument être capable de répondre, et notamment d'éviter qu'on achète américain sur étagère, alors qu'on a en Europe, et notamment en France, une armée d'excellence. Et une industrie de défense d'excellence. Je vous trouve bien optimiste parce que c'est vrai qu'on a quand même cette crainte qu'on n'y arrive pas. L'industrie de défense en France... Vous n'avez pas de problème de main-d'œuvre, vous n'avez pas de problème de composants, vous n'avez pas de problème d'approvisionnement en ce moment? On a les sujets d'approvisionnement, on a les sujets d'augmentation des coûts de matières premières et d'énergie, comme tout le monde. Après, il faut qu'on organise à la fois les stocks, mais surtout les priorités. Surtout les priorités. Bon, il y a aussi des manques dans notre pays, on s'en rend compte, la cybersécurité, le cloud. On sait qu'il y a un acteur industriel important, Atos, qui est en pleine crise, qui va se scinder en deux. Le directeur général a claqué la porte. Est-ce que vous pourriez, vous êtes directeur général adjoint de Thales, reprendre la cybersécurité d'Atos? Je m'exprime aujourd'hui comme président du J4, donc vous comprendrez bien, je ne vais pas commenter des rumeurs qui concernent des entreprises cotées. Donc le monde est extrêmement technologique. Vous parliez du cloud, mais d'une façon générale, il y a aussi le sujet de connectivité et de communication à très haut débit, d'intelligence artificielle pour être capable de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain et éliminer le brouillard de la guerre, pour être capable de mieux positionner les amis et les ennemis, prendre des décisions plus rapidement. Le sujet du numérique innerve complètement l'industrie de défense et ses évolutions. Le programme Scorpion, sur lequel je faisais allusion tout à l'heure, c'est un programme. Donc c'est un programme qui a été décidé il y a quelques années, mais dans lequel les premiers véhicules sont déjà en service. Les Griffons sont déjà en service. Les Jaguars, ça sera l'année prochaine. Et puis après, il y a les Serval, la rénovation des Charles Leclerc, et avec des situations, une solution de numérisation qui permet à la fois des communications très haut débit, des partages d'informations pour être capable de faire un engagement collaboratif. Un véhicule voit quelque chose, cette vision est partagée par tout le monde et donc les décisions peuvent être partagées. Protection collaborative pour être capable, un véhicule alerte un autre qu'il est en train de se faire détecter, ou engagement collaboratif avec capacité de partager des décisions et des informations. La numérisation, elle est partout sur les systèmes d'armes, sur les systèmes de véhicules, et ça fait des proportions très importantes. Et comme je le disais, la façon dont Scorpion a été conçu, et notamment ce concept de numérisation, d'info-valorisation, comme on aime bien dire, a été décidé il y a plusieurs années, avant
le conflit en Ukraine, bien avant le conflit en Ukraine, et montre que c'est parfaitement compatible d'un engagement de haute intensité, y compris sur le sol européen. Bon, si la guerre en Ukraine se prolonge, dure des années, sur un front, on a les moyens d'aider nos amis ukrainiens, de fournir des armes, des munitions, d'être à la hauteur des enjeux? Nous, on fournit des solutions aux états-majors. Nous ne sommes pas en contact direct avec les forces ukrainiennes, mais je crois qu'on aide effectivement avec pas mal d'outils. Une dernière question. Thales en Russie, c'est complètement terminé? Ou il y a encore des choses, notamment avec les banques russes? Non, c'est complètement terminé. Donc Thales a décidé de cesser toute activité en Russie, y compris avec les banques, depuis plusieurs mois. Merci beaucoup Marc Darmon, président du GICAT et directeur général adjoint de Thales, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.